Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on est vendredi, la dernière journée de la semaine que nous allons passer en compagnie de Daniel et Jean-Claude pour parler autour de leur livre Courriers oubliés qui raconte leur histoire mais pas que. Bonjour Daniel et Jean-Claude. Bonjour. Donc on disait hier, c'est vrai que vous disiez que ces lettres, au-delà de votre histoire d'amour, c'était aussi une manière de vous partagiez vos quotidiens, puisque c'était votre seul lien pour entretenir cette relation à distance. Et donc ça a été l'occasion aussi de moi qui suis de l'extérieur, de découvrir des aspects de la société qu'on a oubliés. On est dans les années 60, même si mai 68 est passé par là. Mais j'ai quand même été très étonnée de savoir que pour une jeune fille, de s'acheter un maillot de bain 2 pièces l'été 68 ou 69, c'était très... C'était 60... Voilà, donc mai était passé, c'était encore très osé, quoi. Oui, oui. Donc là, vous vous étiez vraiment affranchi de la religion. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, là, vous étiez perdu, quoi. Les photos qu'on avait fait pendant ce camping le prouvent, quoi. Hein. On se dévergondait, je dirais, quoi. Enfin, pour l'époque. Oui, parce que c'est vu des années, vu de nos années, c'est quand même très, quand même si je peux très calme. Revenir, elle se dévergondait, mais d'une façon très mesurée, parce que elle avait... un peu pas assez à votre goût, je sais bien. Elle avait quand même décidé d'aller passer quelques jours de camping à Carole, près d'Avranches, où je travaillais comme maître nageur pendant les vacances. Donc j'allais les retrouver le soir, et donc j'étais très bien reçu par Daniel, mais aussi de ses copines qui servaient de contrôler sa bonne tenue, hein, n'est-ce pas? Elle était là pour ça. Les chaperons étaient là. Voilà, les chaperons. Et donc, la nuit, nous dormions tous dans la même tente, mais je sentais que j'étais très surveillé, que je ne pouvais pas faire d'écart amoureux avec ma petite chérie au-delà de la défense, quoi, hein, voilà. Hein, et puis, comment dire, tes copines, malgré tout, nous regardaient tous les deux comme un couple un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire que Daniel, qui était réputé avec son enfance extrêmement rangée, on en a parlé, voilà, qui commençait à s'émanciper et surtout qui avait maintenant un petit copain. Alors là, c'était quelque chose de surprenant. La première fois que je suis arrivé dans son village pour fêter, je crois que c'était le réveillon avec ses copains et ses copines, j'ai été regardé en long en large par ses copains et ses copines parce que Daniel ayant scruté même. Oui, oui. Daniel ayant un petit copain, c'était le scoop et toute la commune le lendemain en parlait. Savez, c'était vraiment étonnant comme. Oui, les gens me faisaient des réflexions. Et tout de suite à quand le mariage et c'était très surveillé quand même. Hein. Oui. Alors je pense que cet esprit village, on l'a toujours un petit peu. Mais dans les années 60, c'était quand même... tout le monde connaissait tout le monde et pas moyen de faire un écart sans que ce soit vu par quelqu'un et voire répété, quoi, finalement. Oui. Et... Vous étiez surveillé, mais alors par la commune. Oui, mais alors c'était peut-être aussi lié à la religion. Parce que comme toute la commune se réunissait le dimanche à l'église, à la messe voilà, et après après au café, voilà, les gens étaient beaucoup plus proches finalement. Donc ça avait cet aspect positif, c'est que les gens vivaient beaucoup plus proches les uns des autres, alors que maintenant ils vont dans toutes les directions. Mais c'était aussi l'occasion d'échanger les potins, d'échanger les nouvelles du coin, quoi. Voilà. Alors les filles se réunissaient au café, elles prenaient un petit café, puis se racontaient leur vie amoureuse éventuellement d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc les copines de Daniel me connaissaient évidemment parce que c'était pas possible d'avoir un petit copain sans que tout le monde le sache, quoi. Oui. Alors au-delà du bikini, c'est vrai que vous parlez aussi à un moment, vous avez vous avez vos choix, vous parlez de voiture. Et c'est vrai que vous avez acheté une voiture, et alors qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas, tout était intégré. Dans les années 60, vous avez dû rajouter des feux anti-brouillard, des phares anti-brouillard, parce que c'était en option finalement, quoi. Et ça coûtait cher. Les rétroviseurs aussi.
Enfin, j'imagine que c'était pas tous les rétroviseurs, mais il y avait celui Si. du côté chauffeur, Oui. mais celui du côté passager, il est en option. Voilà, c'est Oui, ça. oui, oui. Et moi d'ailleurs, c'est ça qui m'a le plus intéressé quand j'ai vu, quand Daniel est venu là pour la première fois chez mes parents. Quand j'arrive dans la cour, je rencontre mon grand-père et qui était là en train d'affûter sa faucille. D'ailleurs, je m'en souviens comme si c'était hier. Ben, moi aussi, je m'en souviens parce qu'il y a une photo dans votre livre. Voilà. Et alors, il me dit. Alors, je regardais la voiture qui était très très belle. Elle était toute neuve. C'est ce que Daniel venait d'avoir pour ses 20 ans et pour son diplôme d'infirmière. Il fallait bien une voiture pour aller au boulot, n'est-ce pas? Ses parents lui avaient payé cette voiture et moi je la regardais parce qu'elle était toute neuve, c'est une belle voiture. Et moi qui étais un pauvre étudiant désargenté, je la regardais avec beaucoup d'envie. Et mon grand-père me fait cette réflexion, elle te plaît la bagnole? Elle te plaît la bagnole? Alors je dis, bah oui, elle est pas mal. Et il me dit à ce moment-là, eh ben si la voiture te plaît, commence par t'occuper de la fille. Alors je dis, mais quelle fille? J'arrivais, moi je ne savais pas de quoi il retournait. Et évidemment la fille, c'était la propriétaire, c'était Daniel qui venait d'arriver pour continuer à fêter son diplôme dans ma famille. Et c'est là que j'ai retrouvé Daniel par hasard, je ne savais pas. Toujours le hasard, toujours. Mais le hasard fait bien les choses. le hasard n'existe pas. Voilà. Hein, il n'y a que des rendez-vous. C'est bien connu. Mais c'était quand même une remarque pleine de bon sens de mon grand-père qui me dit, si la bagnole te plaît, commence donc par t'occuper de la fille. Et puis peut-être que tu réussiras à avoir la voiture. Voilà. Et à l'époque, cette voiture avait été équipée par sa grand-mère, par effectivement des phares anti-brouillard, parce que sa grand-mère avait toujours peur pour la sécurité, tout ça. Alors. Et une ceinture, des ceintures de sécurité qui vont me sauver la vie d'ailleurs 2 ans plus tard. Et c'est vrai que ces ceintures, au départ, elles n'étaient pas, elles n'étaient pas obligatoires. Et puis, voilà, et c'était en option, quoi, dans les années 60. C'était des gadgets. C'était Oui, pas encore. C'était un gadget, oui. Comme des choses vraiment. C'était pas obligatoire. Et même quand 2 ans plus tard, j'aurai un accident avec cette voiture, un très grave accident, eh bien, ce n'était pas encore obligatoire. Je dis, puisqu'on a les ceintures, on n'a qu'à de les accrocher, c'est ça qui nous a sauvé la vie. On va voir ce que ça fait, à quoi ça sert éventuellement, quoi. Ben, ça a servi. et oui, là, ça vous a servi, ça vous a sauvé la vie. Oui, tout à fait. Il y avait aussi dans vos lettres, puisque, comme on le disait, c'était votre seul lien, il n'y avait pas le téléphone, vous ne pouviez pas vous voir, aussi souvent que vous le vouliez, il y avait les horaires, mais c'est vrai que le programme d'infirmière, l'emploi du temps d'une infirmière n'est pas toujours en lien avec celui de vous, de vos études, donc c'était quand même très, très compliqué, quoi. Hein. Et on n'avait que des courriers, en fait, pour communiquer. Alors, pour ça que vous y mettiez autant de choses, finalement. Voilà, et une fois, donc, j'ai écrit à Jean-Claude en lui disant « J'aimerais bien entendre ta voix. Est-ce que tu pourrais me téléphoner tel jour, telle heure? Je serai devant la cabine. » C'est au moment où elle était devenue enfin amoureuse. Enfin. Et alors, il me répond, mais par courrier évidemment, puisqu'on n'avait pas d'autre. Il me répond « Je voudrais bien moi aussi entendre ta voix, je voudrais bien téléphoner, mais je n'ai pas d'argent pour mettre dans la cabine. » Mais oui. Et c'est vrai que ça, les cabines téléphoniques, c'est pareil. Ça date, c'est de la préhistoire pour nous aujourd'hui. Oui, actuellement c'est sûr. Mais rendez-vous compte, je n'avais pas 3 sous pour mettre 3 pièces pour entendre ma petite chérie. Voilà. Je n'avais même plus d'argent pour me nourrir, à la limite. Vous voyez, j'étais complètement désargenté. Et c'était ça, notre vie d'étudiant. Oui, puis la seule façon de vous connaître, finalement, c'était d'échanger sur vos quotidiens respectifs par le biais des lettres. Oui. Et c'est pour ça que vos lettres sont si longues. Et enfin, je veux dire, c'est vrai que vous ne parlez pas d'amour toutes les lignes. Il y a aussi toute votre vie, en fait. Oui. Tout ce que vous faisiez, les histoires avec la mère supérieure, enfin, vos démêlés avec votre hiérarchie. Oui. Donc c'est en ça que ça peut être, c'est vraiment un témoignage d'une époque aussi. Mais un témoignage qui n'est plus du tout d'actualité, et c'est ça qui nous a passionnés, nous, c'est qu'on s'est dit, mais cette enfance qui était la nôtre, cette jeunesse qui était la nôtre, et pas si lointaine finalement. Ben non, c'était hier. On croyait être encore jeune il y a quelque temps avant qu'on m'apprenne que nos noces d'or c'était pour maintenant. Eh bien, nous pensions que c'était un passé récent. Alors qu'en fait, c'est une autre époque. Et cette époque-là, nos enfants, nos petits-enfants, qui ont maintenant 15 ans, ne sont pas capables de l'imaginer,
d'imaginer la vie que nous avons menée. Et en plus, cette vie amoureuse qui était la nôtre, parce que maintenant on se comporte comme Bien sûr. deux petits papis et mamies, quoi, et avec nos enfants. Et quand s'ils ont l'occasion de lire ces courriers, ils vont voir un épisode étonnant, quoi. Et vous voir peut-être sous un autre, complètement. sous un autre regard. Ah oui, il y en a déjà. Attendez-vous peut-être à avoir des retours? Ah ben, on a déjà des débuts de retour. On a donné ce livre aux plus grands, ceux qui sont capables de comprendre. Et de tout lire. Voilà, et de tout lire. Comment a été accueilli ce livre quand il est sorti dans votre, chez vos proches, puisque là, au départ, c'était pour vos enfants et petits-enfants. Quelle a été leur première réaction quand ils ont découvert cette partie de votre histoire? Nos enfants, qui sont nos interlocuteurs premiers, ont dit oui, c'est bien, vous mettez quelques photos, vous racontez votre truc, mais pour eux, ils n'imaginent pas notre histoire, ils ne l'imaginent pas. C'est en entrant dans le détail de notre vie, de tout ce que nous racontons, les commentaires que nous mettons, et puis surtout les lettres qui sont, elles, véridiques, hein, on n'a rien changé de nos lettres, qu'ils découvrent la vie qui était la nôtre quand on avait 20 ans, qui a été complètement différente de la leur, et qui sera encore bien plus différente pour nos petits-enfants, quoi. La vie amoureuse, je veux dire. Oui. Voilà. Avec ces peurs, d'ailleurs, vous le mettez en commentaire, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas le mettre dans vos lettres à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la peur dans les relations amoureuses de la maladie. Bon, à une époque, c'était le sida qui faisait beaucoup peur. Certes, comme vous l'expliquez, dans les années 60, le sida était quelque chose de complètement inconnu, mais vous aviez... Vous aviez autre chose qui pouvait bien pourrir vos relations, c'était le manque de contraception, quoi. Ah bah, oui. Heureusement, Danielle était quand même infirmière, donc elle avait quelques notions sur la méthode Ogino, qui était une méthode des températures qui permet de plus ou moins... Voilà. Et puis, comme vous savez, quand on est très amoureux, à un moment donné, on a du mal à ne pas passer à l'acte, même si on n'est pas encore marié, et même pour quelqu'un qui avait encore un passé religieux très très chargé. Et donc, vous pouvez imaginer que nous avons fauté avant la date du mariage, et qu'on se raconte tout. Mais par contre, je pense que ça a dû être quand même un reminement, ça a dû quand même beaucoup vous travailler pendant des mois. Quand on voit votre passé, enfin le conditionnement dans lequel vous avez grandi, on imagine aisément tout ce par quoi vous avez dû passer pour finalement arriver à céder à ces avances. Ça a dû être, ça a dû être quand même. Oui, mais vous remarquerez que dans mes courriers, je suis toujours très respectueux pour ma copine, et que jamais je n'ai cherché à forcer les choses. Et que c'est finalement Daniel qui prendra l'initiative de décider que nous allions faire l'amour avant le mariage pour voir si nous étions bien compatibles tous les deux. Oui, ça c'était quand même c'était important comme question. C'était le prétexte. Mais en fait, c'est qu'elle avait surtout très envie de le faire. Oui, mais avant d'en arriver là, je pense que ça a dû être quand même beaucoup de réflexion enfin, on passe pas d'une vie quasi religieuse comme ça à une vie amoureuse débridée, c'est pas possible. Mais allez, à ce moment-là, nous avions décidé que nous ferions notre vie ensemble. Nous étions tellement sûrs, tellement amoureux, quoi, parce que ce qui ressort quand même de toutes nos lettres, c'est cette abondance d'amour qu'il y a dans un sens comme dans l'autre, hein. Même si, à la fin, moi, je suis un peu moins assidu dans mes courriers, parce que je sais que ma petite chérie m'attend à la fin de il n'y a plus d'efforts à faire. Bon, mais il y avait moins d'efforts à faire, mais pour Daniel, nos courriers amoureux étaient devenus carrément une nécessité, quoi. Une nourriture spirituelle, comme je l'ai dit. À un moment donné, elle avait vraiment besoin de ça, mais elle avait quand même besoin que je la prenne dans mes bras
Ben oui. À la fin de chaque semaine pour lui faire des grandes... Des câlins. des grands câlins, voilà. Et puis bon, bien évidemment, c'est vrai que ça se termine sur votre mariage. Vous avez choisi d'arrêter votre livre à la date de votre mariage. Donc, même si à la lecture de vos lettres, à un moment donné, on peut se demander si vous allez réussir à conclure, c'est vrai que si on va à la fin, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, quoi. Non. Vous avez réussi dans votre entreprise. Mais ce qui nous a paru important dans ce livre, c'est qu'après, nous avons vécu donc plus de 50 ans ensemble, ce qui est déjà aussi, paraît-il, une performance par le temps qui court, et que nous sommes encore très amoureux, et que finalement, la lecture de ce livre, qui commence par une abondance amoureuse, si vous voulez, dans nos écrits, eh bien, se continuera toute notre vie par cette profusion d'amour que nous avons toujours eu l'un pour l'autre, quoi. Et que nous allons d'ailleurs peut-être continuer en faisant d'autres, non pas d'autres écrits. Quand vous sentirez que l'intensité des sentiments diminue, vous écrirez de nouveau un livre, comme ça On relira ça relancera la passion. On le relit. On le relit, constamment, on aime bien celui-ci. le relire. Ensemble. C'est votre livre de chevet maintenant. Voilà. Un petit peu. Il y a toujours des épisodes qu'on a plaisir à se rappeler, pour se rappeler que finalement notre vie elle a été très, très riche et très, très heureuse en fait. Mhm. Très heureuse. Oui, parce qu'elle ne s'arrête pas en 1969, l'année de votre mariage. Non. Vous l'avez fait fructifier depuis. Il me semble, nous avons eu une vie très, très aventureuse dans plein de domaines, on a fait plein de choses dans notre vie qu'on a plutôt bien réussi, mais notre couple a tenu, et c'est peut-être la conséquence de de ces débuts qui cette étaient, période. oui, de ces débuts qui étaient pas finalement si gagnés d'avance, quoi. Non, qui était très compliqué de par nos différences, mais l'amour c'est quelque chose de très particulier qu'on a du mal à expliquer. Je crois qu'il ne faut pas chercher à l'expliquer, il faut attendre que ça vienne tout seul. D'ailleurs, c'est ce que vous le dites, vous le dites d'ailleurs. Oui, vous le rencontrez, il vous tombe dessus et vous savez que c'est le bon. c'est ce que je dis à la fin du livre pour ce que nous disons pour nos petits-enfants. On leur dit laissez les choses venir tranquillement, le grand amour ça vient tout seul, quoi. Normalement. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Ces témoignages d'une époque quand même, des années 50 et 60, puisque vous racontez aussi vos enfances, vos enfances respectives, qui ont quand même deux parcours qui ne sont pas forcément communs. Et ça a nourri ce livre qui fait quand même plus de 500 pages. Hein, donc vos petits-enfants, ils ont de la lecture pour quelque temps là. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé, pour vos témoignages. Et puis, si un jour vous faites la suite, peut-être que vous reviendrez nous en parler sur les ondes. On en reparlera dans 50 ans. Bon, je ne sais pas si je serai toujours là pour vous écouter, mais mon successeur, peut-être. Merci beaucoup et puis je vous souhaite encore plein de belles années, quoi. Hein. Voilà. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Daniel et Jean-Claude, courriers oubliés. Avertissement au lecteur imprudent. Puisque tu as réussi à lire cette prose jusqu'ici, tu nous connais maintenant un peu plus. Nous devons te féliciter, tu as bien du mérite d'avoir été capable de t'accrocher jusque-là à notre histoire sans intérêt. Mais attention, le pire est à venir. Tu vas devoir maintenant entamer la lecture de plusieurs dizaines de lettres d'amoureux, avec tout ce que cela suppose de minauderies, de bisous à distance, de conflits sentimentaux à n'en plus finir, dans toutes sortes d'écrits, tous plus assommants les uns que les autres. Bref, une tâche insurmontable pour un être normalement constitué. Je reconnais être le principal responsable de ce fatras amoureux qui n'a passionné que moi, et peut-être aussi, on peut rêver, ma petite Dulcinée. Mais si tu sais ce que c'est que de tomber fou amoureux, si tu as déjà connu ce sentiment si fort,
tu peux comprendre comment cela a été si compliqué de le faire partager par ma petite Danielle, de le lui faire avouer. Et pour y parvenir, il a bien fallu mettre en œuvre toutes mes capacités littéraires avec cette nana. Cela n'était pas gagné d'avance. Pourtant, j'ai l'impression que ta curiosité va t'inciter à t'engager dans cette lecture sans fin. Tant pis pour toi, tu auras été prévenu. Tu vas te perdre dans les méandres d'une histoire qui aurait pourtant dû être simple entre deux jeunes tourtereaux épris l'un de l'autre. Moi aussi, je croyais m'engager dans une histoire simple, avec une demoiselle, certes néophyte en amour, mais qui, j'en étais persuadée, ne demanderait qu'à apprendre et faire des progrès. C'était hélas, sans compter sur la complexité de la psychologie féminine, les conflits intérieurs qui allaient pour le moins contrarier notre idylle, je ne pouvais pas soupçonner dans quelle aventure je m'engageais. Et combien nous allions subir de circonvolutions avant de voir évoluer favorablement notre aventure amoureuse. Cependant, et après avoir miraculeusement survécu à cet épisode si compliqué de mon existence, je sais que personne ne pourra sortir indemne de cette lecture qui le raconte. Aussi, et pour essayer de t'éviter trop de séquelles si par mégarde tu persistais malgré mon avertissement à te lancer dans la lecture de cette épopée amoureuse, j'ai pris la peine d'entrecouper cette multitude de courriers, aussi insipides qu'interminables, par des commentaires explicatifs résumant les écrits qu'ils précèdent ou qu'ils suivent. Cela devrait te faciliter la compréhension de notre histoire, t'éviter éventuellement la lecture des courriers trop compliqués et par conséquent trop de migraines. Bien sûr, tu connais la fin de cette aventure amoureuse qui s'est terminée par un mariage, qui dure encore de nos jours pour notre bonheur. Mais ce qui est révélé dans la suite de ce récit, c'est comment s'est construite notre union. Ce ne fut pas un fleuve aussi tranquille que cela. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.